heureux de vous retrouver en ce jeudi 4 juin dans ces studios Maman Nguébi de la télévision nationale de la République démocratique du Congo. Nous commençons par rendre hommage à un des membres de nos équipes, Ado Mujangi, caméraman, qui nous a quittés hier soir. Nous lui rendrons hommage avec toute l'équipe de la télévision nationale parce qu'il avait toujours été de nôtres. Ce soir, nous revenons après notre visite, Monsieur le ministre de la Santé, à Bunia, où nous avons eu l'occasion de nous déployer, de faire le point de la riposte en elle-même, mais nous avons aussi l'occasion d'avoir parmi nous les directeurs généraux de l'Organisation mondiale de la santé et tout son comité pour suivre de près la question de l'épidémie. Au retour en début de semaine, nous avons eu, et vous continuez à avoir des réunions marathons, notamment avec le président de la République lui-même et les directeurs généraux de l'OMS, mais aussi avec la Première ministre, les directeurs de l'OMS et tous les ambassadeurs accréditants en République démocratique du Congo, parce que nous avons fait le choix de la transparence dans notre stratégie des ripostes où nous partageons quotidiennement les chiffres et nous revenons constamment devant les médias pour faire le point de l'évolution de notre riposte contre l'épidémie. Ce soir, Monsieur le ministre, nous avons beaucoup avancé, pour ne pas dire suffisamment avancé, au bout de 20 jours depuis les débuts de cette épidémie. Les matériels sont sur place, aéroport de Bunia ouvert, mais il y a toujours des défis. Et lorsque nous regardons la presse internationale, nous avons les défis de ce qu'on appelle tracing, tracer les cas contacts, mais bien avant, est-ce que vous pouvez nous faire le point de la situation de l'évolution de l'épidémie? C'est jeudi 4 juin, Monsieur le ministre. À vous la parole. Merci beaucoup, merci Excellence. Merci à tous les membres de la presse. Ouais, donc ça nous fait exactement 20 jours aujourd'hui que nous avons déclaré l'épidémie à Ebola Bundibugyo. Tout le monde se souviendra que nous avons donné beaucoup de chiffres qui montaient tous les jours. Nous étions, la dernière fois que j'étais ici, j'ai parlé autour de 1000 cas suspects. Ce qui a beaucoup changé depuis lors, c'est que maintenant nous pouvons vous donner les chiffres exacts des malades d'Ebola, des personnes qui ont développé la maladie. Maintenant, comme nous avons la possibilité de tester quasiment tout le monde maintenant, nous pouvons donc donner des chiffres exacts. Avant cela, je voudrais encore rendre hommage à tous les prestataires de soins qui ont laissé leur vie dans cette lutte et rendre hommage à ceux qui sont encore au front et qui sont nombreux et qui continuent à se battre tous les jours pour que cette épidémie puisse s'arrêter. Nous avons, pour les chiffres, pour ceux qui veulent des chiffres, après on va aller dans les détails, mais pour les chiffres, nous avons toujours 3 provinces qui sont touchées, qui sont l'Ituri, qui sont le Nord Kivu et le Sud Kivu. Il n'y a pas de cas d'Ebola ailleurs, je redis ça, parce que parfois des rumeurs courent beaucoup, mais je préfère vous dire qu'il n'y a pas du tout de cas d'Ebola ailleurs. De ces 3 provinces, la province d'Ituri reste celle la plus touchée, avec quasiment 94 à 95% des cas, ils sont tous dans l'Ituri. On a 19 cas dans le Nord Kivu et à peu près 3 cas dans le Sud Kivu. Alors, en Ituri et donc dans les provinces qui sont touchées, au total, nous sommes à 381 cas cumulés. Cela veut dire depuis le début de la riposte, depuis que nous avons commencé à tester, avant même l'annonce du 15, donc tous les cas que nous avons eus avant qu'on a testé, jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, nous sommes à 381 cas, donc nous ne sommes pas à 1000 cas comme on disait, nous ne sommes pas à 900 cas, nous sommes à 381 cas. Sur les 381 cas, nous avons 63 personnes qui sont décédées. Alors ça, ce sont 2 chiffres qui sont importants parce que ça nous donne le taux de décès. Vous vous rappelez que je disais au début que Ebola Bundibugyo tue moins que Ebola Zaïre, qu'on était entre 30 et 50%, alors qu'Ebola Zaïre tue 80%. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes à moins de 17% de létalité. Alors, c'est important parce que quand on regarde, par exemple, la province du Nord Kivu, où on a eu 19 cas, 13 décès, on voit que si on prend en charge rapidement les gens, on diminue sensiblement le taux de décès.
Et donc, c'est très probablement le fait que ces cas-là ont été pris en retard, qu'ils n'ont pas été communiqués, qu'on a eu autant de décès proportionnellement dans le Nord Kivu. Donc, nous sommes à 381 cas d'Ebola confirmés, nous sommes à 63 cas de décès confirmés d'Ebola. Actuellement, dans nos centres de santé, on est autour de 233 patients qui sont hospitalisés, soit pour être isolés en attendant les tests parce qu'ils sont très suspects, soit parce qu'ils sont réellement malades. Donc voilà à peu près les chiffres en termes de nombre de provinces touchées et en termes de nombre de personnes touchées. En termes de nombre de zones de santé touchées, nous sommes à 25 zones de santé au total. 17 en Ituri, 7 dans le Nord Kivu et une zone de santé dans le Sud Kivu. Voilà la situation à ce jour, Excellence. Monsieur le ministre, avant qu'on prenne les questions de journalistes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution du tracing, d'une part, et des testings, d'autre part? Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, ça veut dire avec la possibilité de communiquer sur 2 cas directement, c'est parce que nos laboratoires ont été renforcés. Alors ça, c'est vraiment très très important parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous pouvons vous dire exactement le nombre de cas parce que, premièrement, quand nous testons, nous utilisons une méthode qu'on appelle Radio-One. Quand nous testons, nous n'avons quasiment pas de faux négatifs. Faux négatif, c'est quelqu'un qui est malade, on teste et on dit qu'il est négatif, alors qu'il est malade. C'est ça, un faux négatif. Eh bien, nous avons moins de 2% de faux négatifs. C'est-à-dire quand nous disons que c'est négatif, c'est réellement négatif. Même si les symptômes sont là, ce n'est pas Ebola, c'est autre chose. Et quand nous disons que nous pouvons maintenant donner les chiffres, c'est parce que maintenant nous testons quasiment tous les échantillons. Cela veut dire concrètement que le testing, c'est-à-dire la capacité à tester les malades, est quasiment à 100% maintenant parce que nous avons des échantillons, nous avons des kits de testing qui sont tous là. Nous avons reçu plus de 4000 kits juste de Africa CDC, on a reçu de la Banque mondiale, on reçoit vraiment, pour cela on n'a pas de problème. Juste pour illustrer, la zone de santé de Mongwalu, qui est à 70 km de Bunia, nous avons hier installé un laboratoire là-bas qui teste maintenant sur place. Donc aujourd'hui, nous testons tous les échantillons qui nous arrivent et nous les testons dans les 24 heures, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de vous dire autant de suspects. Les suspects que nous avons, ce sont des gens qui vont être confirmés ou infirmés dans la même journée. Ça, c'est pour le testing. Un autre effort que nous avons fait qui est très important, c'est sur le tracing, c'est-à-dire retrouver les contacts des personnes malades. Quand nous avons commencé, nous étions autour de 9%. Aujourd'hui, nous sommes à 55,5% de tracing. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que ça nous permet d'aller retrouver les personnes qui sont potentiellement contaminées et de les surveiller, éventuellement, s'ils présentent des symptômes, de les prélever. Et nous avons aussi la possibilité donc d'isoler les contacts des malades, notamment les contacts, ce que nous appelons à haut risque. Par exemple, une femme qui surveillait son mari quand il était malade ou l'inverse, une maman qui gardait un enfant malade ou un enfant qui était avec sa maman malade. Ça, ce sont les contacts à très haut risque. Ces contacts-là, nous les surveillons aussi. Donc, nous sommes à 55% de surveillance de tracing. L'objectif, c'est 90%. C'est-à-dire que si nous atteignons 90%, c'est que nous connaissons quasiment tous les contacts, eh bien, nous pouvons savoir à quel endroit un cas de maladie peut survenir. Et donc, c'est des grosses évolutions que nous avons avec le tracing et surtout avec le testing. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Non seulement qu'il y a des laboratoires construits, mais il y a des nouveaux centres de traitement d'Ebola. Il y a des produits dont on a besoin pour protéger ceux qui sont sur la ligne de front, le médecin et les personnels qui travaillent. C'est sans compter de l'alimentation qu'on prévoit pour tous les malades et c'est totalement pris en charge. On va commencer notre série des questions par Monsieur Patrick Lacoué. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. En premier lieu,
nos encouragements pour ce grand travail que vous êtes en train d'abattre dans cette campagne ou dans cette riposte contre Ebola. Monsieur le ministre, cette première question va à vous deux. Dans le souci de protéger la population, le gouvernement congolais s'investit sur plusieurs axes qui lui permettent de trouver des solutions. Est-ce que dans ces axes-là, vous avez une option de contacter, s'il y a lieu, les groupes armés qui occupent les zones à risque Ebola? Deuxième question, vous avez tout à l'heure parlé du tracing. Vous recherchez la traçabilité de ces cas infectés. Mais dans cette option de tracing, est-ce qu'il y a une stratégie de détecter le vecteur? Nous savons que c'est dans les primates et dans les chiroptères. Est-ce que vous avez eu à définir clairement c'est quel type de primate ou chiroptère qui véhicule le plus le virus Ebola? Alors, oui, allez-y. Je peux finir. Une question d'actualité, permettez-moi. L'impact de la ville morte d'hier. Merci. Bon, écoutez, sur la première question, je crois que nous y avons répondu lorsque nous étions à Bunia, au cours des briefings que nous avions organisés là-bas, parce que nous savons situer les problématiques. Évidemment, pour ce qui concerne le province, par exemple les villes de Goma et de Bukavu, pour nous, la riposte, elle est unique et nous pensons que la meilleure manière pour nous de nous déployer là-bas, c'est le retrait des troupes rwandaises et de leurs supplétifs qui n'ont aucune expertise, aucune expérience dans la gestion de ces questions. C'est clair, c'est une ligne rouge. Sur l'Ituri, la problématique, elle est différente. Parce que nous avons fait le point avec les gouverneurs militaires sur la situation sécuritaire territoire par territoire. Aru, Mambasa, Djougou, on a fait la situation à Mahagi ou encore dans les territoires d'Irumu. Il y a deux points où il y a des problèmes sécuritaires. C'est à Mambasa avec les intrusions des terroristes, EDF, et puis du côté de Boulé spécifiquement, un village dans le Djougou. Mais pour l'Ituri, ils ont une approche évidemment des discussions avec les groupes armés qui sont pour la plupart membres de communautés. Donc, de ces points de vue, il y a une stratégie de riposte locale là-bas à Bunia que le gouverneur déploie dans cet ordre-là. Mais pour ce qui concerne les villes de Goma et de Bukavu, comme je vous l'ai dit, c'est non négociable. Voilà un peu sur cette question. Je reviendrai évidemment sur la question de la ville morte tout à l'heure. Monsieur le Oui, ministre. je peux compléter sur cette question en disant que nous avons demandé, notamment à Djougou, donc Boulé, nous avons demandé que les personnes déplacées regagnent leur foyer. Parce que ces personnes-là habitent parfois à 5 km de chez eux. Enfin, ils sont déplacés à 5 km de chez eux. Tout simplement parce qu'ils sont contrôlés par des chefs politiques qui préfèrent les garder dans cette situation-là pour leurs propres intérêts. Mais avec le gouverneur militaire, quand nous étions là-bas, nous avons demandé, mais non, il faut qu'on, ces personnes, on est en train de leur parler, de leur demander, regagnez vos maisons, au lieu de rester entassés, ce qui pourrait vous exposer. Donc vraiment, on travaille en profondeur, et le ministre ne l'a pas dit, mais il y a un général, un adjoint du gouverneur, dont le rôle justement, c'est de travailler avec tous ces groupes armés là, pour pouvoir contrôler cette épidémie. Maintenant, pour les vecteurs, pour les animaux, très sincèrement, ce n'est pas une question de stratégie de riposte. Parce que ce n'est pas dans la riposte qu'on cherche l'animal. L'animal est au départ de l'épidémie. Mais quand l'épidémie a déjà démarré, il n'est plus dans le jeu, l'animal. Ce qui nous intéresse au niveau des animaux, c'est la recherche pour savoir quel est le vecteur. On ne le sait pas. Hein? Donc vous dites tel primate peut-être, mais personne ne le sait. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous dire c'est tel animal qui est le réservoir naturel d'Ebola. Et donc, ce que nous avons par contre comme approche sur le long terme, c'est d'éduquer les gens
pour que le rapport entre homme-animal au niveau de ces forêts-là soit un rapport avec beaucoup de connaissances, en sachant qu'il ne faut pas ramasser la viande morte, enfin en tout cas les animaux morts pour les préparer, parce que dès que vous commencez à couper l'animal, s'il est infecté, le sang de l'animal vous contamine avant même de préparer. Donc ce n'est pas seulement le fait de bien préparer, mais c'est le fait aussi de ne même pas y toucher, parce que dès que vous coupez, vous êtes dans le contact avec le virus. Et donc c'est vraiment cette stratégie-là. Mais en attendant, la recherche aussi continue, notamment, je vous ai dit que dans notre équipe, il y a le ministère, c'est One Health, hein, on a le ministère de Pêche et Élevage, de l'Environnement, pour pouvoir effectivement retrouver éventuellement, grâce à la recherche, le réservoir. Parce qu'on a accusé chauve-souris, on a accusé beaucoup d'animaux, mais pour l'instant, aucun scientifique ne peut vous dire c'est tel animal. Voilà, alors sur votre question d'actualité, la question d'actualité évidemment qui nous intéresse, c'est la riposte que nous apportons et sûrement bientôt la question des léopards, mais parce que vous posez la question, d'abord, je crois que vous avez constaté avec moi que la ville était vivante et que ceux qui devaient vaquer à leurs occupations les fait, nous étions dans nos cabinets et puis nous avions eu cette réunion extraordinaire du Conseil de ministres, mais je constate que les invocateurs et les promoteurs de l'esprit de mort ont imité malheureusement les activités ou les actions du père et du fils. Vous connaissez les modus operandi de ce que nous on appelle poison rwandais. J'ai vu des deepfakes, des vidéos manipulées de la ministre de l'EPST. Ils pouvaient mieux faire parce que c'était totalement mal fait. J'ai vu des communiqués truqués. J'ai vu qu'il y avait des messages d'intimidation, des messages d'appel à la violence. Vous ne pouvez pas, vous, prendre un rôle qui est celui-là. Et donc, il y a eu évidemment la réponse qui a été donnée par le peuple congolais à cet appel qui, de notre point de vue, n'a pas du tout de sens parce que nous sommes dans un contexte démocratique où les idées s'affrontent et surtout que beaucoup que j'ai vus là ont, dans un passé récent, étaient eux-mêmes les défenseurs de la révision de la Constitution. Bon, on ne va pas faire le procès des uns des autres, mais ici, il faut constater qu'ils doivent trouver une autre formule. Parce qu'ici, le peuple a besoin d'un esprit de vie, justement. Lorsque vous prêchez la mort et vous intimidez, vous manipulez, dans l'objectif de s'aimer la peur, je pense que ce n'est pas le meilleur fusil d'épaule qu'on doit prendre si on veut véritablement représenter une alternative. De toute évidence, le peuple a donné sa réponse et pour ce qui nous concerne, nous allons continuer à travailler pour le bien du peuple congolais, à régler la question de la riposte à laquelle nous travaillons très efficacement d'ailleurs, la question de la sécurité pour nos populations de l'Est et c'est bien ça le plus important. Merci. On va prendre la prochaine question avec Éric Tizami. Excellence de la parole. Je voudrais piquer ma curiosité sur la réaction de l'OMS particulièrement, parce qu'il avait été dit ici, et c'est même notoire, que le Rwanda n'a ni la volonté ni l'expertise pour venir en aide à nos frères et sœurs qui peut-être auraient développé la maladie, parlant de Goma et de Bukavu. Et ils n'en ont pas la volonté, ils n'ont pas non plus l'expertise. Mais que dit l'OMS, Organisation mondiale de la santé? Parce que vous, ici, vous avez déjà commencé à faire la plaidoirie, que l'on puisse quand même quitter notre sol pour que nous-mêmes, qui avons l'expertise en la matière, puissions nous occuper de nos frères. Merci beaucoup. Alors, l'OMS est très clair là-dessus. On ne peut pas faire des ripostes fragmentées. On ne peut pas faire une riposte... Je vous ai donné l'exemple la dernière fois. Je vous ai dit, imaginez un cas contact, surtout contact à haut risque, que nous on détecte. Par exemple, à Butembo. Et que ce contact que nous suivons, parce que quand on détecte un contact, on va maintenant le rechercher. Imaginons que ce contact se déplace de Butembo, il entre à Goma. Est-ce que nous, on va parler aux gens qui sont à Goma pour leur dire « Attention, on vous appelle parce qu'il y a un cas contact qui est arrivé chez vous ?» Imaginez l'inverse, parce qu'il y a un cas à Goma, il y a des contacts à Goma. Et ces contacts-là, imaginez qu'eux, je sais pas moi, par esprit du Saint-Esprit, ils ont fini par savoir comment il faut faire. Imaginez qu'ils suivent ce contact-là et ce contact arrive sous le territoire que nous, on contrôle de ce côté-là. Est-ce qu'ils vont nous appeler pour nous dire « Attention, il y a un contact qui arrive ?» Nous n'avons pas ce dialogue-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire deux ripostes. Il faut faire
une seule riposte, et c'est pour ça que nous demandons qu'ils partent. Alors, la position de l'OMS est unique. L'OMS dit une seule riposte. D'ailleurs, vous avez suivi Tedros, le patron de l'OMS, qui a dit une coordination, un plan, un budget. Donc, c'est un seul plan. Nous tous, nous devons suivre un seul plan. On ne peut pas avoir deux plans. Donc, l'OMS est très clair là-dessus. Voilà, on va prendre la question de M. Fabrice Lukamba. Excellence, je voudrais savoir si les recherches sont arrivées à quel niveau concernant la fabrication du vaccin contre cette souche. Et puis, une sous-question, la Russie dit avoir développé les vaccins contre Bundibugyo. Est-ce que c'est parmi les candidats vaccins, ces vaccins russes? Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, on vous a dit, et on répète encore, que pour l'instant, il n'y a pas de vaccin homologué du tout, du tout. Donc, il n'y a pas de mystère là-dessus. Et deuxièmement, que si jamais les recherches aboutissent et qu'on a un candidat vaccin, ça va prendre quelques mois. Donc ça va être difficile même d'imaginer que cette riposte ici soit conduite avec un vaccin efficace. Parce que ça se teste, il y a beaucoup d'étapes quand même. Ça peut prendre quelques mois. Mais n'empêche qu'il y a quand même des candidats vaccins qu'au niveau de la recherche, on est encore en train d'évaluer pour tester. Donc pour l'instant, on est vraiment au tout début. Rappelez-vous que ça fait 20 jours que l'épidémie a commencé. Rappelez-vous que la dernière épidémie de Bundibugyo date de 2012. Et donc pendant ce temps-là, il n'y avait pas d'études ni de recherche sur cette variante parce que tout simplement, personne ne pensait encore que ça allait revenir. C'est arrivé une fois en 2012 pour la dernière fois dans notre pays. Et toutes les autres 15 épidémies que nous avons eues, c'était Zaïre. Donc, ce n'était pas un intérêt primordial. Mais maintenant, c'est un intérêt primordial parce qu'on voit que c'est revenu. Donc, ça prendra quand même un peu de temps avant qu'on y arrive. Donc, pour l'instant, il y a des candidats vaccins. Il y a la recherche qui est en cours, avec plusieurs étapes dans cette recherche. Ça prendra quelques mois avant qu'un vaccin efficace soit sur le marché. Pour la Russie, je dois répondre tout de suite en disant je ne sais pas. J'ai entendu dire que les Russes ont un vaccin, ils ont fait quelques démarches et l'ambassadeur russe doit venir me voir, il a pris contact. Je ne sais pas si c'est pour me parler de ça, je ne peux pas répondre. Tant que nous n'avons pas eu une proposition solide, sérieuse, je ne peux pas répondre à cette question. Voilà, merci. On va prendre les questions de M. Martin Moudimbi et puis ce sera M. Christian Motomongou de la RTNC Sport. Monsieur le ministre, la répétition est la mère de la science. Vous l'avez peut-être dit dans d'autres occasions. Dites-nous, les personnes qui ont été guéries l'ont été par quel mécanisme quand on sait qu'il n'y a pas encore de vaccin? Merci beaucoup. Alors, je répète encore que cette épidémie, parce que la répétition, c'est la mère des sciences, cette épidémie est causée par un virus dont, théoriquement, 30 à 50% des personnes peuvent décéder. Ça veut dire qu'il y a 70 à 50% des personnes qui peuvent guérir. La vraie question, c'est qu'il faut qu'on les prenne en charge très tôt. Je répète le mécanisme. Quand le virus entre dans votre corps, il crée des dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements, c'est quoi? Vous vous mettez à faire la diarrhée. Ces dysfonctionnements, c'est quoi? Vous vous mettez à saigner. Ces dysfonctionnements, c'est quoi? Vous avez du mal à respirer. Mais toutes ces choses-là, tous ces dysfonctionnements, nous savons les soigner en médecine. On sait soigner une diarrhée, on sait soigner une hémorragie, on sait soigner une détresse respiratoire, on sait soigner. Si vous venez, on va vous soigner de ces dysfonctionnements. Mais si vous ne venez pas, vous prenez la chance de mourir à cause de ces dysfonctionnements. Le virus lui-même, de manière directe, il va peut-être fragiliser de manière dramatique dans 30 à 50% des cas, mais les autres cas, c'est parce qu'on n'a pas traité. Donc quand on traite, on soigne les gens. Alors, donc ce n'est pas un miracle. Je viens de vous dire que le nombre de cas confirmés versus le nombre de décès, ça nous ramène à moins de 17% de décès. Nous sommes à 16,6 à 7,8% de décès. Ça veut dire que quand on prend les gens en charge, on les soigne.
Ceux qui sont morts avant qu'on intervienne, ils sont morts. Mais dès que nous sommes intervenus, vous voyez que nous sommes autour de 17%. C'est pour ça qu'on dit aux gens, venez vite, parce qu'on peut vous sauver. Et donc, ce n'est pas un miracle, c'est juste le bon soin, le bon traitement, en sachant que si on prend tôt, on sauve les vies. Monsieur le ministre, peut-être que sur cette question, vous devez encore revenir, parce que lorsqu'on entend tout le monde dire il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement, c'est normal qu'il y ait la peur. Moi, je me demande comment ça s'est fait pour les épidémies précédentes. Vous êtes médecin, vous avez suivi tout ça. Pourquoi cette fois-ci, ces si sème autant de peur? Bon, d'abord, je pense que ce sont les médias, ce n'est pas nous. Hein. Nous, dès le départ, nous avons été très clairs. Nous avons dit cette épidémie tue moins que Zaïre. Nous l'avons dit. Nous avons dit dès le départ que si on prend les gens tôt, on va les soigner. Nous avons dit dès le départ que les symptômes de cette épidémie sont moins importants que les symptômes de l'épidémie Zaïre. Tout ça, nous l'avons dit. Les médias ont compris ce qu'ils ont voulu comprendre, mais nous, on n'a pas changé de position. Nous le disons encore et nous le confirmons avec les reculs. Nous disons que nous sommes autour de 17% de taux de décès quand on prend en charge les personnes maintenant. Alors, si les médias doivent nous écouter, qu'ils nous écoutent, nous avons une possibilité de guérir les gens plus rapidement et de manière plus certaine si on les prend en charge très tôt. Voilà, c'est pour ça que nous travaillons avec les communautés. Nous étions avec les élus, des députés et les sénateurs de la province de l'Ituri il y a quelques jours avec le ministre de la Santé pour qu'à leur tour, ils puissent davantage s'impliquer dans la sensibilisation de communautés pour que dès qu'il y a des cas, ne les gardez pas à la maison. Dès que vous remarquez qu'il y a quelqu'un qui présente des symptômes, référez-le au centre médical d'à côté pour une prise en charge. Lorsqu'il est pris en charge tôt, évidemment, le ministre a parlé ici des guérisons parce qu'il y en a déjà eu. Alors, on va prendre la question de M. Christian Vital. Merci, Excellence, pour m'avoir accordé la parole. L'actualité oblige. Hier, les léopards de la République démocratique du Congo ont réalisé une belle performance parce que le Danemark était favori. Mais ma question porte sur le deuxième match amical des léopards prévu le 9 juin contre le Chili. Les organisateurs de cette rencontre, pour ne pas parler des Espagnols qui vont accueillir cette rencontre qui va se dérouler à Marbella, risquent d'annuler cette rencontre parce qu'évidemment, il y a ce problème d'Ebola. Nous voulons savoir, vous, la voix officielle, dites-nous, ces matchs que les Congolais attendent avec impatience va se jouer ou pas? Est-ce que les matchs seront à huis clos? Est-ce que les supporters vont entrer? Surtout les Congolais, c'est ça ma préoccupation. Merci. Alors, je veux commencer évidemment, mais le ministre de la Santé pourra revenir sur le volet justement de l'inefficacité des mesures comme la fermeture de frontières, avec évidemment l'expérience qu'il a. Ce que vous devez savoir, c'est qu'effectivement, je pense que c'est la mairie de Marbella où devait se jouer la rencontre qui a évidemment émis de réserve ou qui ne veut pas que le match se joue là-bas. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a convoqué hier l'ambassadrice de l'Espagne pour le lui notifier. L'ambassadrice de l'Espagne a dit à la ministre des Affaires étrangères que c'était une décision qui avait été prise au niveau de la mairie et que, parce qu'elle a été évidemment convoquée par notre ministre des Affaires étrangères, elle a pris contact avec les autorités espagnoles et les contacts, j'ai cru comprendre, sont encore en cours pour établir si les matchs vont se jouer là où c'était prévu, ou tout au moins le match doit être délocalisé dans un autre endroit en Espagne. J'ai discuté avec mon collègue des sports tout à l'heure, je crois qu'avec l'équipe, ils doivent déjà être en Espagne, dans l'espoir que très rapidement, et nous pensons que, ou nous souhaitons que la FIFA puisse s'impliquer, parce que c'est des matchs qui sont, vous le savez mieux que moi, organisés par la FIFA pour le compte justement du classement, et même si c'est un match qui nous prépare à la Coupe du Monde, et vous pouvez considérer que tout est fait pour que ces matchs puissent se tenir, et pour que ces matchs puissent se tenir avec des supporters. Parce que, comme on l'a dit, et vous le savez sûrement mieux que moi, vous êtes chroniqueur sportif, nos léopards vivent dans une bulle. Même le ministre des Sports, qui est en Belgique, n'a pas accès
aux joueurs. La plupart de nos joueurs évoluent, si pas tous, à l'étranger. Il était prévu que les joueurs viennent ici pour être décorés, mais aucun d'eux n'a foulé le sol de la RDC, parce que nous ne voulons justement pas prendre de risques. Et donc, des attitudes de ce type, c'est des attitudes qui sont discriminatoires. Et vous pouvez bien compter sur nous et sur notre voix, même au niveau des affaires étrangères, pour que nous puissions dénoncer des comportements de ce type, parce que le ministre de la Santé va mieux le dire, parce que Ebola n'est pas Covid. Ebola ne se transmet pas par aérosol. Donc, il faut cesser d'avoir cette attitude discriminatoire vis-à-vis, non pas seulement des léopards, mais vis-à-vis des supporters congolais. Monsieur le ministre. Merci, et ça me permet effectivement de redire encore les choses simples. Nous ne prenons pas de risques quand nous n'avons pas de contact avec le malade. Zéro risque quand vous n'avez pas de contact avec le malade. Nos léopards sont tellement loin du pays que je ne sais pas par quel mécanisme il y a un risque quelconque. Ce n'est pas parce qu'ils sont congolais que par définition, ils sont potentiellement contagieux. Tout à fait. L'OMS, dont on a parlé tout à l'heure, a redit le risque de pandémie, c'est-à-dire le risque d'une épidémie au niveau mondial est tellement faible. Nous-mêmes ici, nous disons que le risque dans notre pays est élevé, mais on a eu ces épidémies. Avons-nous vu une pandémie, c'est-à-dire une épidémie mondiale avec ces épidémies? Vous croyez qu'avant, les gens étaient mieux préparés que maintenant? Donc c'est vraiment un non-sens au niveau sanitaire. C'est un non-sens. Maintenant, ça me donne encore l'occasion de répéter. Il n'y a aucune raison de fermer les frontières. Il n'y a aucune raison de prendre peur parce que quelqu'un était à Kinshasa. Or, eux, ils n'étaient même pas à Kinshasa. Il n'y a pas de cas à Kinshasa, il n'y a pas de cas en dehors des 3 provinces dont j'ai parlé. Donc, à partir de là, toutes ces décisions-là, ce sont plus des fantasmes sanitaires qui, en fait, ce sont des supporters qui sont en Europe, qui vont aller à ces matchs. Il n'y a pas un cas en Europe. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va contaminer les gens. Donc, honnêtement, au-delà de la discrimination, je ne vois pas d'intérêt sanitaire. Il n'y a aucun intérêt sanitaire. Absolument. Et vous pouvez compter sur nous pour que nous puissions faire entendre notre voix. Et c'est dans cet ordre d'ailleurs qu'il faut situer la réunion que la Première ministre a convoquée avec toute la communauté diplomatique. Les docteurs Tedros étaient là, le ministre de la Santé était là parce qu'on a présenté toute la situation de la riposte et beaucoup d'ailleurs de ces pays contribuent à la riposte que nous menons. Et aujourd'hui, si on fait la comparaison avec la Covid, on vous a donné les précisions. Ce n'est pas des maladies qui se transmettent de la même manière. Donc, toute attitude visant à stigmatiser nos léopards ou les populations congolaises, où qu'elles soient, parce qu'on veut les assimiler à Ebola, c'est discriminatoire et nous allons prendre les dispositions qu'il faut pour y répondre. Alors, on va prendre la dernière série de questions. On va commencer par M. John Kanyunyu, qui sera suivi de M. Mike Pakoto, et on aura la question de Nassis Mutombo. S'il n'y a pas assez de questions, c'est-à-dire que tous les journalistes ont aussi compris notre réponse. Monsieur le ministre, vous travaillez bien. Merci. Merci, allez-y, monsieur Kanyunyu. Merci, monsieur le ministre, pour la parole. J'ai 2 petites questions adressées au ministre de la Santé, mais une autre question à vous. Actualité oblige. Monsieur le ministre, Samuel Roger Kamba, quelles mesures avez-vous mises en place afin de limiter la propagation des virus d'Ebola dans les localités accueillant des personnes qui ont dû quitter leur foyer, craignant pour leur vie, suite aux attaques des ADF en territoire de Bénis et au Nord Kivu? La deuxième petite question, nous avons appris aujourd'hui la sortie d'une personne guérie d'Ebola à l'hôpital Hill Africa de Goma. Vous ne gérez pas le centre de traitement d'Ebola dans des zones sous contrôle rebelle. Êtes-vous informé de cette sortie aujourd'hui? Pour le ministre Patrick Mouyaya, actualité oblige, le 30 mai,
passé, l'ADF a tué des populations à Béni et vous avez adressé un message de compassion au nom du gouvernement à cette population victime des attaques ADF. Mais aujourd'hui, le retour des ADF dans cette zone suscite une certaine curiosité de la part de la population parce qu'à un moment donné, ils étaient très éloignés de cette zone avec les opérations militaires conjointes FARDC, UPDF, donc l'armée ougandaise. Et quel message vous avez encore une fois à cette population? Parce qu'avant-hier, les ADF ont tué aussi Ambaou, c'est une localité située à 16 ou 17 km au nord de la ville de Goma. Une vingtaine de non-concitoyens ont été tués. Merci beaucoup. Okay. Monsieur le ministre, allez-y. Et puis merci beaucoup. Alors, sur la question des déplacés, on a déjà parlé de ça, on revient encore. La meilleure chose, c'est que les déplacés rentrent dans leur milieu. C'est la meilleure chose. Ça permet d'éviter les grandes agglomérations, ça permet d'éviter les grands regroupements qui peuvent exposer. Aussi bien pour eux que pour tout le monde, on leur a dit encore, mesures barrières, qui sont des mesures très simples. Laver les mains est une mesure essentielle. Je répète que les gens qui ont découvert Ebola ont survécu jusqu'à aujourd'hui tout simplement parce qu'ils se lavaient les mains. Le docteur Muyembe l'avait dit ici. Il l'avait dit ici. C'est vraiment une mesure qui paraît simple, mais c'est vraiment une mesure essentielle. Et c'est ça qu'on doit absolument faire, notamment dans les zones où les personnes sont déplacées. C'est vraiment de ramener de l'eau, ramener tout ce qui est sanitation pour que les gens puissent avoir cette hygiène-là. Deuxièmement, diagnostic rapide des cas. J'ai les chiffres pour vous dire dans le Nord Kivu, parce que vous parlez du Nord Kivu. Dans le Nord Kivu, nous avons eu au total, comme je vous ai dit tout à l'heure, 19 cas. Et sur les 19 cas, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu 13 décès. Pour vous montrer que quand on ne les prend pas en charge vite, les gens décèdent. 13 décès, c'est plus de 60%, presque même 68%, je pense, des personnes. Ça montre, alors que nous, en Ituri, on est à 17%. Vous voyez pourquoi c'est très important d'intervenir vite. Donc, pour l'instant, c'est la même chose, vraiment, sanitation, laver les mains et se stériliser les mains, mais aussi signaler tous les cas suspects et ne pas entrer en contact, notamment avec les personnes malades. C'est vraiment les mêmes choses. Et ça marche, Maintenant, par rapport à la personne guérie à Goma, oui, parce que je vous ai dit plusieurs fois ici, ce sont nos équipes qui sont là. Sauf que nous ne pouvons pas déployer correctement la riposte parce que nous n'avons pas de contact avec ces gens et nous ne voulons pas en avoir. Mais les équipes qui travaillent sont nos équipes, ce sont nos laboratoires. Et donc nous suivons. C'est pour ça que je peux vous dire que dans le Nord Kivu, par exemple, les contacts, nous pouvons vous dire, on a 533 contacts dans le Nord Kivu. Les gens que nous surveillons, mais de manière pas efficace parce que tout simplement, nous n'avons pas de contact. Oui, la personne guérie à Goma fait partie des 7 personnes guéries au total pour l'instant, dont 6 en Ituri et 1 à Goma. Je répète ce que nous appelons guéri. Guéri, c'est quelqu'un qui a été malade, qui a présenté des symptômes, dont un premier test est positif, donc nous sommes sûrs que c'est Ebola, et qui n'est plus malade, c'est-à-dire qu'il n'a plus de symptômes, et dont 2 tests sont négatifs à 2 jours d'intervalle. Voilà. Alors, sur la question concernant les ADF, d'abord ici, je voudrais réitérer notre compassion et notre solidarité pour toutes nos populations qui sont touchées. Ce n'est pas seulement les populations qui ont été touchées récemment à Béni, mais c'est aussi des populations qui ont été touchées quelques jours à Mambasa. Je crois qu'ici, évidemment, je ne dirai pas tout ici, mais ce qui est évident, c'est que nous avons des secteurs opérationnels qui opèrent à la fois dans l'Ituri et dans le Nord Kivu. Je crois qu'il y a des dispositifs de renforcement et des mesures qui ont déjà été prises. N'oubliez pas que nous sommes dans une mutualisation avec l'Ouganda, mais que chaque fois que vous voyez les terroristes frapper de cette manière, parce que les terroristes viennent frapper que de manière spectaculaire justement pour s'aimer la terreur, ils les font souvent en représailles. Lorsqu'ils se sentent acculés, ils posent des actes de cette horreur. Mais pour ce qui nous concerne, non pas seulement qu'il y a des mesures sécuritaires qui ont été prises sur place, à la fois en Ituri
et dans le Nord Kivu, autour du gouverneur Somo, mais il y a aussi le volet humanitaire. Et je vous avais dit que désormais, tous les vendredis, en Conseil de ministres, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, revient pour nous assurer que nous donnons l'appui qu'il faut à nos populations touchées. Donc, les messages ce soir, c'est de continuer à faire confiance justement au président de la République et à tous les gouvernements. Nous continuons à travailler. Il y a encore du travail à faire parce qu'il y a des actes, des terreurs qui continuent de se commettre, mais nous avons des militaires qui sont bien mobilisés, qui sont déterminés pour éteindre la menace. Et donc, au-delà de ces messages, c'est un message de soutien, de compassion et de solidarité que le gouvernement réitère. On va prendre les prochaines questions de M. Nassis Mutombo. Onassis Mutombo du www.art.cd, le premier portail numérique des agricultures. Monsieur le ministre, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, pour son premier match, la République démocratique du Congo va jouer sans supporters. Et au niveau des États-Unis, il y a une mesure justement pour interdire aux supporters congolais venant de Kinshasa, soit de Lubumbashi, disant que c'est pour la cause d'Ebola. Vous considérez aussi au niveau du gouvernement que c'est une mesure discriminatoire? Mais il est évident que nous considérons que c'est le cas. Autant on peut comprendre pour certains pays qui veulent se protéger. Mais après, nous avons l'Organisation mondiale de la santé, nous avons des organes habilités, le ministre de la Santé est sur place. Je souhaiterais d'ailleurs qu'il commente parce que c'est lui qui travaille de manière régulière avec US CDC pour être en mesure de leur partager l'évolution de la riposte. Parallèlement à cela, il y a des discussions qui se poursuivent au plan diplomatique parce que pour nous souhaitons et nous espérons que les léopards iront plus loin dans la compétition. Ce n'est pas que les léopards manqueront de supporters. C'est heureusement que dans votre question, vous avez rectifié. Il y a des compatriotes, nous avons des grandes communautés aux États-Unis, au Canada, en Europe. C'est le moment pour tous les Congolais qui ne sont pas sur les territoires nationaux qui est concerné de se mobiliser pour aller soutenir les léopards. Parallèlement à cela, nous allons continuer les échanges avec les autorités américaines pour montrer le travail que nous faisons. Et l'OMS, si vous suivez d'ailleurs les docteurs Tedros, aujourd'hui, il a dit que ça représentait un risque faible au niveau international. Et donc, avec tous ces paramètres, nous serons en mesure de poursuivre nos discussions. Nous espérons évidemment que les Américains arrivent, ou les Mexicains et les Canadiens, parce qu'ils ont décidé de mutualiser, arriveront à lever cette mesure qui peut s'apparenter discriminatoire pour nos populations. Monsieur le ministre, un complément peut-être? Oui, je répète, on n'est pas à risque parce qu'on est congolais. Ce n'est pas la nationalité qui met le risque, c'est le fait d'avoir été en contact avec un malade. Tout à fait. Ce n'est pas la nationalité qui donne le risque. Donc il ne faut pas qu'on dise les Congolais ne peuvent pas venir parce qu'ils sont Congolais. Les personnes, même étrangères qui vivent ici ou qui vivent à Bunia, peuvent être des personnes à risque si jamais ils ont été en contact avec le malade. Mais quelqu'un qui n'est pas ici, qui n'a pas de contact avec un malade depuis plus de 20 jours, comment voulez-vous lui interdire du fait tout simplement qu'il est congolais? Ça n'a aucun sens. Et dans ce sens-là, c'est discriminatoire. Moi, je parle beaucoup avec les Américains. Aujourd'hui encore, j'ai reçu le chargé d'affaires américain, donc l'ambassadeur américain ici, avec toute l'équipe de CDC aujourd'hui, pendant plus de 2 heures. Encore une fois, je leur pose toujours la même question. Quelle est la mesure de santé publique qui explique ça? Pour l'instant, j'ai posé cette question dès le départ, en disant, OK, on a eu Ebola en 2018, 2019, 2020. Mais en 2019, alors qu'on avait déjà plus de 1000 morts, Goma, Nord Kivu, à Nituri et au Sud Kivu. Déjà, cette épidémie de 2000 touchait ces 3 provinces-là. Eh bien, malgré cela, malgré qu'il y avait déjà plus de 1000 morts, nous sommes partis aux États-Unis, une très grosse délégation, à la conférence, d'abord à Atlanta, on est parti avec le président de la République, mais aussi on est reparti une 2e fois en septembre aux Nations Unies. Et donc, qu'est-ce qui a changé? Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de vaccin non plus. Hein. Il n'y avait pas de vaccin pour dire ben, c'est parce que vous êtes vacciné que vous venez. Non, il n'y avait pas de vaccin. Donc j'ai posé cette question aux Américains. On sent l'embarras
parce que scientifiquement, ça ne tient pas. Donc, si votre question, c'est de savoir si c'est discriminatoire, je vous laisse répondre à ça. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre la question de M. Mike Pakoto. Torosi Lissanalinga, là, la question à Thierry Land. Excellence, Monsieur le ministre, ma préoccupation, c'est autour de la population ou des personnes provenance qui viendront de 3 provinces touchées par le virus. Parce qu'à Kinshasa, il n'y a pas de symptômes manifestés par des personnes atteintes de la maladie. Alors ma question est de savoir le mécanisme qui sera mis en place, que tout celui qui viendra par exemple du Sud Kivu ou bien Ituri puisse être checké systématiquement peut-être, parce qu'on sait que d'autres virus, lorsqu'on on parlait de virus à Covid-19, il y avait des dispositifs qui ont été mis en place et que chacun devait passer par là. Qu'est-ce qui sera mis en place au niveau de l'aéroport international d'Indjili en fait de pallier à cette situation pour ceux, parce que bientôt ça sera la réouverture de l'aéroport de l'Ituri pour Kinshasa et de Kinshasa pour cette province ou ces provinces. Deuxième préoccupation, c'est autour de personnes déjà guéries de cette épidémie. Comment vous faites? Est-ce que une fois checké qu'une personne est sérieusement guérie, vous le laissez partir ou bien il faut encore le gérer, l'observer avant de le livrer? Sérieusement guéri. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire sérieusement guéri? Donc totalement guéri, voilà. Totalement guéri, ça veut dire quoi? Parce qu'on peut être guéri partiellement. Oui, oui. Alors, comment vous faites? Est-ce qu'il faut encore observer ou bien on les laisse partir comme toute autre personne atteinte des maladies? Et troisième question, c'est juste autour de personnes, parce qu'on parle aujourd'hui de la qualification de la RDC. 52 ans après, il y a quand même des compatriotes qui n'étaient pas dans des zones à haut risque, ont payé déjà le billet en avant. Et vous savez que le billet coûtait plus cher, que, contrairement à d'autres histoires de la Coupe du Monde antérieure. Finalement, la lettre a été adressée à la FIFA par le nouveau président de la FECOFA. Et finalement, ils ont dit qu'ils vont restituer l'argent de billets qui ont été déjà achetés au préalable. Comment le gouvernement de la RDC pourra s'impliquer pour que ceux qui ont déjà acheté des billets et qui ne participeront pas à cause de la question du virus à Ebola vont faire? Merci. Bon, la dernière question, ce n'est pas une question de santé publique. Hein? Donc, remboursement des billets, ce n'est vraiment pas une question de santé publique. Il y a d'autres personnes qui sont plus à même de répondre à cette question-là. Par contre, vos deux autres questions, peut-être que le ministre Mouyaya répondra à cette question-là. Par contre, pour les deux autres questions, d'abord les aéroports. Vous vous rappelez donc qu'on avait fermé l'aéroport parce qu'on devait nous assurer du processus justement de contrôle. Et ça, c'est un point critique. Et nous sommes partis à Bunia, justement, pour aller nous assurer que tout est fait. Et nous avons checké l'aéroport de Ndjili, mais nous avons demandé aussi que l'aéroport de Lubumbashi, l'aéroport de Kisangani, tous ces aéroports-là soient vraiment surveillés correctement. Et c'est ça le travail que le Programme national d'hygiène aux frontières est en train de faire et qui est déjà fait. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas embarquer dans un aéroport si vous avez la fièvre. Parce que je parle des aéroports en venant de là-bas. Vous ne pouvez pas embarquer si vous avez la fièvre. On check systématiquement. Je rappelle encore, quelqu'un qui n'est pas malade n'est pas contagieux. Il n'est pas contagieux. Cependant, si c'est un contact à haut risque, même embarqué, on ne peut pas le laisser embarquer. Parce qu'on a dit que le contact, on doit les repérer et les isoler. Donc on ne peut pas les laisser se promener. Donc là, j'ai reçu cet après-midi la liste des contacts, parce que je vais prendre une décision, donc je l'annonce d'ailleurs, pour justement formaliser que tous les contacts ne prennent pas d'avion. Tous les contacts. Mais on va partager la liste au niveau de la DGM, au niveau de toutes les instances, pour justement essayer d'éviter la propagation du virus. Donc, et ceux qui ne sont pas contacts ou qui sont contacts épisodiques, eh bien, eux, ils sont checkés systématiquement. Vous pouvez aller en Ndjili, maintenant, vous allez voir qu'on va vous checker. On va vous checker à l'arrivée, on va vous checker au départ. Et donc, c'est systématique dans tous les aéroports, c'est ce qu'on va faire. En gardant à l'esprit que quelqu'un qui n'est pas malade, il n'est pas contagieux. Donc, il ne faut pas commencer à stigmatiser les gens.
Si vous êtes à côté de moi et que je vais bien, vous êtes à 100% certain que je ne peux pas vous contaminer parce que moi-même, je ne suis pas malade. Donc, vraiment, c'est surveiller tous les contacts, empêcher les vols, enfin empêcher les mouvements des contacts parce qu'on doit en principe les isoler, en principe les checker quand ils présentent des symptômes. Donc ça, c'est clair pour tout le monde. Et d'ailleurs, on travaille avec l'Organisation internationale de migration, l'OIM, pour qu'on respecte ce qu'on appelle le RSI, le Règlement sanitaire international, qui dit ça justement. Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas, le travail est fait et il continue à se faire. Nous avons plusieurs points de contact autour des zones affectées, à Bunia, à Rwampara. Nous avons au moins une 50aine de points de contact où nous avons mis des personnes qui checkent tout le monde qui circule par là. Vraiment, l'idée, c'est de contenir ce virus-là. Donc, on le fait pour les aéroports. Alors, pour votre deuxième question, les personnes guéries, il n'y a pas de guéri temporaire, guéri un peu, guéri beaucoup. Non, guéri, je vous ai dit ce que ça veut dire. Il n'y a plus de symptômes et on a 2 tests négatifs. Quand quelqu'un est guéri, il est guéri. Par contre, pour tous les cas d'Ebola, ce que nous faisons, c'est que nous suivons les patients, enfin, les guéris, pendant plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le virus pouvait rester dans le sperme parfois pendant 2 ans. Et donc, pour certaines personnes. Et donc, là, ce n'est plus un risque d'épidémie, c'est un risque de contaminer son partenaire. Mais donc, ces personnes-là, si le virus n'est pas là, il n'est pas là. Mais il y a des personnes qui gardent la présence du virus. Malheureusement, c'est très rare, mais ça existe. C'est pour cela qu'on continue à les surveiller. Monsieur le ministre, on parle aussi des risques que les virus se transmettent par les laits maternels? Bon, alors, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'études là-dessus pour dire que le virus circule dans le sang au point d'aller dans le lait maternel. Mais pour l'instant, ce qu'on sait de manière certaine, c'est que dans les spermes, le virus peut rester pendant longtemps. Alors, on va prendre rapidement une question de Rachel avant de prendre la question à Lingala. Mais, monsieur le ministre, s'il vous plaît, il y a quand même un point important parce que lorsque nous sommes arrivés à Bunia, la première chose que nous avions faite, c'est de faire l'inspection à l'aéroport. Et lorsque nous sommes arrivés à Kinshasa, vous avez aussi inspecté les dispositifs à l'aéroport. Mais il y a une préoccupation. On sait qu'il n'y a jamais eu des cas à Kinshasa, mais il faut rassurer les uns les autres que même s'il y a un cas à Kinshasa, il y a des dispositions qui sont prévues. D'abord, je n'ai jamais dit qu'il n'y aura pas de cas à Kinshasa. Je n'ai jamais dit qu'il n'y aura pas de cas ailleurs. Je dis qu'il n'y a pas de cas à Kinshasa. Ce n'est pas dit qu'il n'y en aura pas. Mais si jamais il y avait un cas, d'abord, le risque vraiment devient mineur pour créer une épidémie. Parce qu'on va isoler la personne immédiatement et on va retrouver les contacts immédiatement. Ça, de plus en plus, ça va être difficile d'avoir une épidémie qui augmente. Parce que maintenant, nous connaissons les malades, nous connaissons les contacts et nous les surveillons. Donc même si jamais quelqu'un qui est venu développe finalement les symptômes en étant à Kinshasa, on va le prendre en charge immédiatement parce que le dispositif est déjà mis. J'ai déjà expliqué ici qu'à l'hôpital du Cinquantenaire, vous les journalistes, vous pouvez aller vérifier, nous avons déjà tout le dispositif pour isoler le malade, le prendre en charge et nous avons les moyens maintenant de retrouver les contacts et cela permettra de limiter la propagation. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ces précisions. Madame Rachel Kitita, allez-y. Deux petites préoccupations. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole du gouvernement, pour la parole. Monsieur le ministre de la Santé, des prestataires de santé qui sont sur place en Ituri, à Bunia, on apprend que jusque-là, il n'y a pas encore de déplacement, l'axe Bunia-Mumbalou, parce que sur cet axe, il y a beaucoup des groupes armés, jusque-là en tout cas. C'est une info que je tiens à la source. Ne me dites pas que c'est de l'info déni. Alors, quelles sont les dispositions? Ça peut y ressembler, Madame Rachel. Ah non, allez-y, je suis sûre de mes sources, puisque je l'apprends des personnes qui sont concernées. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour qu'ils puissent se déplacer et aller apporter des soins de santé à ceux qui en ont besoin vers la zone de santé de Mumbalou? Alors, une petite question, des précisions, vous êtes médecin vous-même. Est-ce que, parce que c'est la 17e fois que la RDC vit l'épidémie, est-ce qu'il est possible pour une personne de faire le virus d'Ebola 2-3 fois?
Est-ce que ce n'est pas comme la varicelle, comme certains le disent, qu'on en souffre une seule fois dans la vie? Est-ce que c'est possible que quelqu'un fasse plusieurs fois le virus d'Ebola? Vous avez des infos là-dessus, si vous pouvez nous en parler. Et même si on guérit d'Ebola, est-ce qu'à la longue, il y a des conséquences, par exemple? Merci beaucoup. Alors, pour l'axe Bunia-Mongwalu, vous avez des sources, mais est-ce que je peux vous donner une information? Nous avons installé un laboratoire à Mongwalu. Nos équipes étaient à Mongwalu hier pour installer le laboratoire. Est-ce que vous savez ça? Bon, maintenant vous le savez. Je disais tout à l'heure que ça pouvait y ressembler. Donc, nos équipes ont installé des laboratoires à Mongwalu. Je l'ai dit à d'autres endroits, mais je vous rappelle que non seulement on a installé des laboratoires, mais nous avons même envoyé des moyens de transport à Mongwalu. Nous avons envoyé des moyens de transport à Mongwalu pour que le centre de Mongwalu puisse commencer à chercher des malades. Donc, de Bunia, on arrive à Mongwalu. Nos équipes étaient là hier. Mais nos équipes, c'est ceux qui sont des prestataires. Mais parce qu'ils disent que tout le monde ne peut pas se déplacer, il y a beaucoup de groupes armés sur cet axe-là. Est-ce que sur le plan sécuritaire... Probablement qu'il y a des personnes qui ont peur de se déplacer, mais nos équipes étaient à Mongwalu hier. Alors, ce que je peux vous dire à ces sujets, parce que nous avons associé avec le ministre de la Santé, le gouverneur de la province de l'Ituri dans notre briefing. D'ailleurs, monsieur le ministre, vous vous souviendrez qu'au deuxième jour, nous avons fait spécialement le tour de la sécurité dans tous les territoires de la province de l'Ituri. À Mongwalu, souvenez-vous qu'il y avait un incident, comme un peu ce qu'on avait déploré à Rwampara, des centres de traitement qui ont brûlé. J'ai regardé ce matin un reportage de CNN qui montrait comment les Congolais, à Mongwalu justement, sont en train de se mobiliser pour construire un centre de traitement. Évidemment, aujourd'hui, il y a des dispositions particulières qui ont été prises avec les gouverneurs militaires. Le ministre de la Santé s'en est assuré personnellement, j'étais témoin en Ituri, pour que ces prestataires de santé puissent être protégés, pour qu'il puisse y avoir de la sécurité. Et donc, s'il y a des anges de malheur ou de ceux qui vous disent, qui veulent vous faire croire qu'il y a des groupes armés qui empêchent aux gens d'aller à Mongwalu, vous venez d'avoir la réponse du contraire. C'est aussi une occasion maintenant de rappeler aux uns aux autres que la bonne information est aussi une manière de lutter efficacement contre les virus. Sur la province de l'Ituri, il y a beaucoup de préjugés. Nous, quand nous partions avec le ministre de la Santé, beaucoup de gens disaient « mais vous n'avez pas peur, pourquoi vous allez là-bas ?» Il y a à la fois les virus, il y a à la fois la sécurité, mais nous sommes partis, nous avons dormi 3 jours, nous sommes revenus, le directeur de l'OMS est parti, il y a dormi, et le ministre a une centaine de membres de son équipe qui sont pour le moment installés à Bunia. Donc pour vous dire qu'il faut vous abstenir de suivre tout ce qui vous est rapporté par certaines sources sûrement mal intentionnées. Voilà, on va prendre la question. Donc, oui. Allez-y s'il vous plaît, monsieur le ministre. Donc nos équipes sont à Mongwalu. Maintenant, pour la deuxième question, je viens de vous dire que le virus peut rester parfois dans le liquide séminal pendant longtemps, pendant même 2 ans. Mais nous n'avons jamais vu des résurgences de l'épidémie à partir de quelqu'un qui était déjà infecté. Vous vous rappelez que quand il y a un seul cas d'épidémie, un seul cas d'Ebola, on déclare une épidémie. Un seul cas. Ça veut dire que s'il y avait quelqu'un qui avait refait la maladie, on aurait déclaré l'épidémie. Pour l'instant, on n'a pas déclaré. Maintenant, est-ce qu'un jour ça viendra? Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, nous n'avons pas eu d'épidémie déclarée à partir d'une personne. Vous savez que cette épidémie de Bundibugyo, une des premières choses qu'on a fait, le séquençage qu'on a fait, c'était pour aller voir justement, est-ce que c'est une réminiscence de ce qui s'est passé en 2012 qui revient? Ça veut dire, est-ce que quelqu'un a gardé le virus et puis c'est reparti? Et bien, le séquençage a montré que c'est une souche qui est venue d'un animal. Donc, on est certain que ce n'est pas une souche qui traînait chez quelqu'un qui a refait. Gardez à l'esprit, un seul cas, c'est une épidémie. Et donc, dès lors qu'on n'a pas déclaré d'autres épidémies, ça veut dire qu'il n'y a pas encore eu des malades qui ont refait une deuxième fois. Je voudrais quand même rajouter un élément lorsqu'on parle des sécurités ici. Le ministre a parlé de suivre certains cas. À la dernière réunion multisectorielle autour de la Première ministre, nous avions tous les représentants des services de sécurité.
Parce que dans le travail qui est fait, s'il faut tracer des contacts, on peut les retracer à partir de leur numéro de téléphone, faire de la triangulation. Et donc, tous les moyens sont mobilisés, y compris des services des renseignements, pour retrouver les maximums de contacts et être sûr que nous avons arrêté la propagation du virus. Alors, Thierry Landou, pour votre question, pour terminer le briefing de ce soir. Merci, Excellence, pour la parole. Question mi balé na ministre de la Santé. Au gogo Salabso résumé les lots de situation il y a Ebola. Et comme il y a niveau na lingala pour la population, dans l'année qui bino na Ituri, mais les lots vraiment population et c'est la situation évolue ndingenini na lingala. Il y a mi balé tout à l'heure tu kolobayango na constaté qu'il y a un l'hôpital du cinquantenaire sur Komiwana. Un appareil infrarouge, ils ont détecté ou quoi que ce soit, surtout que tu as dit que nani vaccin est bimina monté, mais sur aucun maman et mon kuna bazar au sala test na bango on était avant ou accéder soit sur la malade ou bien lever du corps il y a tout le monde à morgue. Et pour nous qui ça voilà. Par exemple, n'enge Russie a zobuna na goluka vaccin contre Ebola. Est-ce que yo au gouvernement besoin de coopération na Chine pour les lots ba chino besoin de moins vitesse ba ko pe ko sunga po na ko le biso vaccin ya virus Ebola oyo pour la ministre porte-parole au gouvernement les actualités lobby tout monde qui nomination ya ba ordonnance ya nomination ya ba mandataire public maintenant souka ya lecture na pas madame Tina Salama porte-parole et gouvernement à rendre hommage à artiste Moko Fali Poupa déco arosala décoré Mokonzambo Galobaki en plus médaille d'or. Pourquoi choix wana na Fali Poupa et si ka ba musicien belé et si ka ba musicien belé pe ba tomboli drapeau ya Moka na mikili ya poto. Merci beaucoup. Bon, je crois que on a posé question na ngama benini pas. Je crois que réaction à ça, elle est ici déjà et à Nonamotu Nanayo. Monsieur le ministre, on peut s'habiller à Nonayo. Au lobby, Mbouta Thierry Landoti Koloba, Russie et Zobundela Bisso pendant le vaccin. Russie Moutba Bisso, Zobundela Bisso. Bilanda Landawa Nante Tozoboyate, Tolobi Boy. Tolobi. Que tu éviter ceux qui sont russes basés na vaccin. Tu éviter ceux qui sont luka vaccin ango, ceux qui peuvent bazoe ango. Na uti koloba que nazo zela ambassadeur ya Russie a senga ki ya kota la biso po aibisa biso lokoni na éviter a sengi rendez-vous mais na ibinante ni solo kozani. Est-ce que kozala makambo vaccin? Est-ce que kozala makambo ba test? Parce que ba tumusu ba lobaka mingi mais so ba komi pembeni komi moi mobulu. Donc na éviter. Ba chinois ba yoko bisangate ngana kotuna bango soki boza la recherche la question à Chine kenda kambango makambo zo kenda mbango bisika ebele mais to yebite et sika nini vaccin ekouta biso tozo encourager ba candidat vaccin aussi monani déjà et nakolo belango mingité parce que za recherche na uti koloba que na banzité que avant 4-6 mois tokozo vaccin. Parce que attends ce qui est monani lelo, les temps to mekango, les temps to assure que ekopé ça ba effet secondaire koleka maladité, les temps to ba makamoni sona moi tango ezalaka mulai. Donc je peux pas dire. En tout cas pour na ba russe, na ba chinois, na ba américain, na ba nyonso, oyo akoya na solution pesa monnaie que ça bien, que ça solo, to kobo yangote. Maintenant Motuna liboso lobi Ebola ekomi wapi lelo ekomi mikolo 20 jours aujourd'hui banda to lobaki que Ebola ebandi susu na mboka na biso to lobaki yango le 15 mai lelo to le 4 donc esali déjà 20 jours na 20 jours oto to loba ezake siko to bi penza bato boni bazobela Ebola na moya lelo to bi bato boni bakufi na Ebola na moya lelo poto tiki koloba o bateau eza lokola Ebola parce qu'on veut pas continuer à dire bah suspect siko tozolo wapenza ba kaya solo na ba kaya solo toza na 381 cas ya solo ya Ebola
Na 381 wana, bato basi bakufi bazali 63. Ce qui totali, tolobi yango na mathématique, to koloba 17%, moins de 17% ya bato bakufi na Ebola. Ba chiffre naza na tina mingi parce que zola ki que ceux qui pesa bazuyo en charge. OK, pesa na hôpital, ba soigner yo, ozana chance belé ya kobika. Mais ceux qui OK na hôpital te. Ceux qui fandi na ndako po kanisi ezaki eza bokono uti pa ya bakoko et uti pa iboye. Wana penza ozana chance ya kokufa mingi. D'ailleurs, tout le monde nango ne siko yo bato bakendaki na hôpital te neti par exemple na Nord Kivu au Monique bazaka 19 mais 13 bakufi. Donc au Monique ce moto bazué en charge était à okufa. Donc auto senga na peuple na biso tozo loba makambo mibale. Ya yambo prévention. Prévention elingi koloba ce que moni mutu azobela Ebola ko simba yete. Ce qui mutu akufi na Ebola ko simba yete ata soki aza ndeko na yo ko simba yete pamba te okozwa bokono. Donc ya yambo eza wana ya mibale tozolandela bato nyonso oyo baza pembeni ya bato oyo bazwaki Ebola tozoloba ba contact tozolandela bango po totala est-ce que bakosala ba signe ba symptôme oyo ya maladie wana soki basali yango il faut tozwa bango totia bango esika oyo tokosoigner bango pe tokoki kotia bango pembeni po bakontamine bato mosusu te. Donc vraiment pona bato nyonso tu ezala na Kinshasa ezala na Otuwele ezala na Sud Kivu ezala na Chopo kosokola maboko tango iso parce que so sokoli maboko oza na chance mingi ke ozwa maladie wana te. Donc vraiment on a koloba pona moya lelo eza yango wana 381 cas 63 décès. Donc nde ba chiffre to nango ya Ebola 20 jours après. Voilà. Matondo mingi, Monsieur le ministre Nabiano Pessine de Konabiso Thierry Landou. Je crois que nous sommes arrivés aussi à la fin de cet exercice de redevabilité. Nous prendrons dorénavant rendez-vous une fois la semaine pour venir faire le point de l'épidémie. Le ministre nous a parlé de 3 à 4 mois pour que nous puissions être sûrs que tout est remis dans l'ordre et que nous avons obtenu les résultats escomptés dans les cas de la riposte, mais continuer de suivre les pages du ministère de la Santé, les pages de notre ministère aussi de la Communication, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les journalistes, vous êtes des alliés dans la lutte contre cette épidémie, autant les communautés locales le sont avec nous, et donc nous reviendrons pour vous donner les dernières informations vérifiées, pas les informations que certaines sources donnent sans pour autant pouvoir les vérifier. Et je crois que c'est de cette manière qu'ensemble, nous pourrons efficacement mettre fin à cette épidémie, Monsieur le ministre. Non, pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'on a été assez clair. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée chez vous. Je termine par où on a commencé. Je disais tout à l'heure que nous avons perdu un des nôtres, Ado Boujangi. C'était les chefs d'équipe de caméramen avec lesquels nous travaillons depuis le début de cet exercice de redevabilité, y compris lorsque nous nous déplaçons à la Cité de l'Union africaine. Pour le Conseil de ministres, nous lui rendons donc hommage, nous nous tenons aux côtés de sa famille, mais aussi aux côtés de la télévision nationale pour que nous puissions lui rendre les hommages qu'il mérite, que son âme repose en paix, que Dieu console sa famille. Merci et bonne soirée. La Coupe du Monde 2026 arrive. Du 11 juin au 19 juillet, ne manque rien du grand retour sur la scène mondiale des Léopards. Quand la RDC vibre, la RTNC diffuse. C'est l'opportunité de l'année pour booster votre visibilité. Télévision,